Non mais c'est Broly féminin, faut pas chercher. À mon avis, ils se sont dit à Toei Animation, comment on peut faire pour faire apparaître Broly dans la série, sachant que il est pas canon, donc on peut pas me mettre dans la série, sinon on va se retraiter. Puis, j'ai une idée, chef monsieur. Ah ouais, c'est quoi Je pense qu'on va lui mettre les mêmes bottes, chef monsieur. Tu veux faire une fille Avec des avant-bras. Et des boucles d'oreilles. Et des boucles d'oreilles. Et les yeux de Broly aussi. Ouais, c'est vrai qu'avec des pectoraux. Et les cheveux attachés de Broly. Ouais. Et la transformation de Broly. Ouais. Non, Mais tu lui mets des niches, comme ça on verra rien. On verra pas la différence. Ouais, même les yeux. C'est Broly en fait. C'est Broly, je veux dire. Ouais, mais ça va être difficile de s'en détacher si elle a autant de détails en rapport avec Broly. Salut les Saiyans et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve une nouvelle fois pour une analyse de l'épisode 93. Cette semaine-là, c'était les grosses révélations avec Frieza, avec Kel qui se transformait, mais également avec bien d'autres choses. Et nous allons le voir tout de suite avec cet épisode qui commence assez bien, puisqu'on a une animation soignée durant les premières secondes avec la réaction de tous les guerriers Z à l'annonce de Goku. Notez d'ailleurs que tout le monde est opposé à l'idée de Goku et cela se comprend. Même Shin trouve ça stupide, mais finalement notre héros parvient à convaincre ses amis grâce à son assurance et sa lucidité par rapport à l'enjeu immédiat. On a aussi droit à un pseudo clin d'œil raté à l'opening, bon ça n'en est peut-être pas un, de toute façon on le retrouve deux fois dans l'épisode en train de s'envoler comme il atterrissait dans l'opening Chozetsu Dynamic, mais avec une animation bien plus ratée et moins qualitative. Vous vous en doutez, c'est un peu normal car un opening est toujours réalisé avec un minimum de soins et surtout beaucoup plus de temps et de talent qu'un épisode. Et on se retrouve ensuite avec l'univers 4 qui a envoyé un espion pour récolter des informations sur l'univers 7. On découvre alors que Kitela sait pertinemment qu'il n'y a pas de règles contre l'espionnage et il a donc manigancé quelque chose contre Beerus, son ennemi juré depuis bien longtemps. C'est une souris en même temps, hein, donc c'est plutôt un beau clin d'œil que de voir le chat opposé à la souris, ou plutôt la souris qui en veut au chat. On découvre aussi son espion à l'apparence androgyne qui s'appelle Ganos, probablement un des futurs guerriers de l'univers 4, pour l'instant on ne sait pas. Au palais du grand roi Enma, Goku apprend à Enma qu'il existe plusieurs univers. Celui-ci ne le savait pas, il en avait seulement entendu parler mais sans en avoir eu la confirmation. Il lui parle aussi du tournoi du pouvoir et de son besoin d'obtenir une permission de 24 heures pour faire revenir Frieza. On apprend donc, et on s'en doutait de toute manière, que le royaume des morts que l'on connaît est celui de l'univers 7 et qu'il n'influe donc en aucun cas sur les autres univers. On ne sait donc pas qui régit le royaume des morts des autres univers, et même s'il existe 12 grands rois Enma ou bien si ce sont d'autres personnages, mais en tout cas ce roi Enma que l'on connaît est le personnage qui juge les morts et les envoie en enfer ou au paradis dans notre univers, le 7. Vous aurez de toute manière un DB Time sur l'autre monde très prochainement, donc ne manquez pas ça sur la chaîne. Abonnez-vous pour ne rien rater d'ailleurs. Ensuite, d'abord contre l'idée de Goku, Enma se résout finalement à accepter pour la survie de l'univers 7, mais il demande à Goku de se charger de Frieza si jamais ce dernier venait à faire n'importe quoi, hein, parce qu'avec lui on n'est jamais sûr de rien, il pourrait tout à fait trahir ses partenaires d'un jour, et on se retrouve donc avec Goku qui a la permission d'Enma pour se rendre en enfer et libérer Frieza, à qui il fait donc sa proposition pour rejoindre la team de l'univers 7. Entre temps, on a droit à l'entraînement des Saiyans de l'univers 6 avec un ton beaucoup plus léger et des vannes qui fusent toutes les 5 secondes. Le triangle fonctionne d'ailleurs plutôt bien et les gags entre la Yakuza, Caulifla et Kabe sont plutôt bien sentis. Kabe devrais-je dire, puisque c'est son nom retranscrit. En tout cas, ces vannes sont tout à fait dans l'esprit de Dragon Ball et c'est le principal. Dommage cependant que l'animation ne suive pas et que tout le budget a été mis sur Kale, qui reste la mieux animée du trio, à tel point qu'elle apparaît seule sur la plupart des plans resserrés, tandis que Kabe et Caulifla sont mis ensemble sur d'autres plans, réalisés par un autre animateur. Regrettable aussi que cette ébauche de Tsutomu Ono, publiée sur Twitter, n'ait pas réellement servi pour l'épisode, car ça aurait été bien plus esthétique que ce dont on a eu droit, et dont on reparlera de toute manière très vite dans la partie animation de cette analyse. Finalement, le moment tant attendu de l'épisode arrive après qu'on a eu une explication et un rappel supplémentaire de comment se transformer en Super Saiyan avec Caulifla et Kabe, et ce dernier rappelant d'ailleurs à Caulifla qu'elle et aux téléspectateurs que le type de Caulifla lui est propre et que ce n'est pas comme ça, ou en tout cas pas juste avec ça, qu'on devient un Super Saiyan bordel de fion. Voilà. J'ai déjà dit dans la précédente analyse, vous avez qu'à aller la regarder de toute manière. Et le duo en revient donc à la méthode de l'énervement, méthode qui, comme pour Vegeta à l'époque, marche assez bien puisqu'avec le type de Caulifla en réserve et sa colère dirigée contre elle-même, Kale se transforme finalement en une Super Saiyan, bien différente de Kabe ou de Caulifla. Une forme qui ne nous est pas inconnue puisqu'il s'agit purement et simplement de la même forme que Broly en apparence, celle connue comme étant celle du légendaire Super Saiyan dans les films et dans les jeux vidéo.
Kabe et Caulifla hallucinent déjà avec cette forme, mais en plus avec le changement de personnalité de Kel qui devient presque incontrôlable et qui se montre aussi très redoutable au combat. Après un temps d'adaptation, et comme dans le 8ème film, les deux Saiyans se transforment finalement pour combattre Kale, et le sérieux commence alors. Cependant, absolument toutes les attaques et tous les mots utilisés par Kale sont dirigés contre Kabe et reprennent à 100% les répliques de Broly utilisées dans le 8ème film Dragon Ball Z. Le parallèle est plus qu'évident et c'est finalement l'intervention de Caulifla qui comprend, grâce à Kabe, que Kale pète un câble car elle est jalouse du Saiyan, qui met fin à tout ça. Kale se calme et contrairement à Broly, elle parvient à être maîtrisée par les mots, ceux de Caulifla, qu'elle n'aurait de toute façon pas touché, et qui parvient à la faire redescendre. Les Saiyans de l'univers 6 réalisent alors qu'ils viennent d'obtenir un sacré atout pour leur univers, et cela était pour eux, contrairement à nous, assez inattendu. En enfer, la proposition de Goku est refusée par Frieza, qui veut faire le plaisantin, mais revient quand même sur son refus lorsqu'il voit Goku partir en lui disant « Bon bah tant pis, salut ». Frieza sait bien qu'il n'a qu'un seul moyen d'échapper à cet enfer et compte bien s'en servir. Il décide alors donc d'accepter finalement, mais seulement à condition que Goku réunisse les Dragon Ball pour le ressusciter. Goku n'en a pas envie, donc il tente d'aiguiller Frieza vers une autre piste, assez motivante quand même, en lui parlant du gain des Super Dragon Ball en cas de victoire lors du tournoi du pouvoir. Mais bon, Frieza comprend bien qu'il n'est pas garanti de les obtenir, même si sa team gagne le tournoi, donc il dit à Goku que les Dragon Ball de la Terre suffiront largement, et joue en plus sur l'esprit combatif du Saiyan pour le motiver à le ressusciter. Car Goku, du fait de son appartenance Saiyan, veut toujours devenir plus fort et n'est pas le dernier à refuser les défis, et serait, d'après Frieza, assez curieux de voir comment le tyran peut évoluer en s'entraînant une nouvelle fois. Goku cède donc à la requête de Frieza, mais tout en lui précisant qu'il prendra son temps pour le ressusciter et que c'est pas pour tout de suite. Il repart ensuite et se rend au palais de Baba la Voyante, qui est déjà au courant de la situation grâce à Enma. S'ensuit une scène assez drôle entre les deux où Baba refuse même le bouton qui sert à appeler Zenwo que Goku lui proposait pour la rémunérer. Et en fin d'épisode, la hype monte avec Kitela qui annonce qu'il va faire disparaître Bilus avant le tournoi du pouvoir, et on a l'arène qui se termine bientôt d'être assemblée. Chose qui avait déjà débuté il y a plus de 11 épisodes. Bientôt 40 heures donc, comme annoncé par le grand prêtre de toute manière. Quel plan Kitela va-t-il mettre en place? Dites-le moi dans les commentaires. Qui est le guerrier plus puissant que les dieux de la destruction? Et quel est le dieu de la destruction soi-disant plus fort que Bilus, dont parlait Whis? Autant de questions très intéressantes qu'on peut se poser au visionnage de cet épisode, mais qui concernent uniquement le futur des épisodes sur lesquels on reviendra de toute manière dans différents formats cette semaine sur la chaîne, donc suivez bien. En attendant, du côté du présent, Frieza revient, ça c'est confirmé, c'est officiel et c'est sûr. Kitela entre en action à partir de cet épisode, et son univers 4 qu'on n'avait pas encore découvert également, et Kale s'est révélé comme étant une Super Saiyan et a provoqué la transformation en Super Saiyan 2 de Caulifla, qui partait protéger Kabe d'une mort probable, et qui, en dépit de ce qu'elle dit quand même, semble bien apprécier le jeune et timide Kabe. On a aussi les amis de Goku qui vont sûrement continuer de s'opposer au retour de Frieza, mais ça ne devrait de toute manière pas perturber son arrivée dans la team, puisque de toute façon ils n'ont pas le choix. S'ils veulent que leur univers survive, c'est pas compliqué, et ça même Enma l'a compris, et sous l'influence de Beerus, qui peut les détruire s'ils le souhaitent, ils ne refuseront de toute façon pas qu'ils viennent. Et on peut finalement se dire que l'univers 7 s'en sort pas trop mal au niveau des recrutements pour les 10 membres, à croire que le recrutement de ces membres était un test peut-être, car ça semble vraiment difficile pour la plupart des autres univers. On va maintenant parler de l'épisode point par point avec l'analyse notée, à commencer par le scénario décrypté, l'animation, la réalisation, la bande son, l'intensité et l'émotion, ce qui reste plus subjectif dans cet épisode. Bref, qu'en avons-nous pensé ? Honnêtement, en faisant une rétrospective de cet épisode, que j'ai vu à 2 reprises pour l'instant, lorsque je me dis quels sont les points majeurs de cet épisode, il y a d'abord Goku qui va chercher Frieza, la transformation de Kale, voilà, ça ce sont les 2 gros piliers, puis on a Kitela qui espionne, et enfin la révélation de Whis au sujet d'un guerrier plus puissant qu'un dieu de la destruction. Le passage avec Frieza et les justifications de Goku envers ses amis pour aller chercher le tyran, de même que leur réaction était vraiment bien amenée, c'était censé pour que la réaction de Goku soit justifiable, et les caractères des personnages sont assez bien conservé, et en plus cette scène d'intro permet d'introduire 2 autres moments importants de l'épisode, on en a parlé, l'espionnage de l'univers 4 et la révélation de Whis. En plus de ça, on découvre un peu l'univers 4 à travers ça, et on découvre davantage Kale, et la relation Goku-Frieza est toujours aussi bien traitée, avec les 2 ennemis qui n'ont de cesse de vouloir s'opposer et se défier. Bref, une bonne introduction des choses, mais qui a, selon moi, été vraiment gâchée par le traitement de Kale. Car oui, effectivement, ce n'est qu'une pâle copie de Broly. Le character design, en passant par les répliques, les attaques et actions, sont juste
des vulgaires copier-coller du personnage de Broly. Sans aucune personnalité, et sans aucune logique en plus de ça, puisqu'on ne nous explique même pas comment elle découvre son pouvoir, qui semble pourtant identique au légendaire Super Saiyan, et qu'elle découvre donc seulement maintenant apparemment. Il faudra donc sûrement attendre encore d'autres explications dans d'autres épisodes qui viendront bien plus tard, et en attendant on doit simplement se satisfaire de ces répliques pompées sur Broly, qui n'ont que peu de sens en plus pour un personnage qui semblait pourtant assez éloigné sur son postulat de départ, puisque c'est d'abord une femme Saiyan, et qu'elle est entichée de Caulifla. Mais finalement on finit pareil, et ça va même si loin que je ne vois même pas l'intérêt de la première réplique qu'elle lance à Kabe. Lorsqu'elle lui dit Kabe, omae kara chimatsuri ni agete yaru, réplique calquée sur le Kakaroto omae kara chimatsuri ni agete yaru de Broly, car cette réplique suggère que Kel va commencer un bain de sang. Ok, Broly va commencer un bain de sang et va commencer par tuer Kakaroto, ok, mais Kel, elle vient juste de se transformer, elle veut tuer que Kabe finalement, et elle ignore volontairement Caulifla, l'épargnant donc et annulant même sa transformation après, avec une prise de conscience lorsque celle-ci intervient. Donc je vois même pas ce que vient faire cette putain de réplique qui suggère que Kel va commencer à tout détruire autour d'elle et que Kabe sera le premier. Ça n'a même pas aucune logique. Le fait d'avoir repris la réplique était un simple clin d'œil et le fait d'avoir repris tout le reste aussi, on le voit de toute manière. Mais voilà, il faut inculquer au moins un minimum de logique et c'est ce qu'on ne retrouve pas ici, puisque c'est un vulgaire copier-coller purement et simplement. On partait donc avec une fille assez timide et peu assurée de prime abord et qui n'a jamais été débordante de rage et d'envie de destruction, contrairement à Broly qui s'énervait finalement assez facilement et pour pas grand chose. On avait donc deux personnages différents à la base, on était en droit d'attendre deux personnages qui évoluent différemment et qui ne se ressemblent que par quelques aspects similaires comme la forme par exemple ou le pouvoir ou bien un clin d'œil dans les vêtements s'ils veulent, mais là c'est juste le même. C'est copié-collé à 100%. Aucune personnalité chez Kel, qui a en plus les mêmes répliques que Broly, à part qu'ils ont remplacé Kakaroto par Kabe. Bref, un ratage total pour la présentation de ce nouveau personnage et cette nouvelle arme pour l'univers 6 à tel point que j'en suis à me demander si Kel aura ce pouvoir et cette forme dans le manga. Est-ce que Kel ne sera pas juste un pur produit de l'anime pour surfer sur la hype avec Broly, sachant que beaucoup se paluchent rien qu'au nom du personnage, on connaît, jusqu'à affirmer des absurdités sur Broly pour que ça aille dans le sens de leur adoration. Car oui, on va pas se mentir, Broly n'est certes pas un dieu dans l'histoire, mais aux yeux des fans, il en est certainement un, et là, avec cette pâle copie, on a clairement fait une caricature ou même une parodie d'un personnage culte, exploitant finalement le peu de choses qu'on savait sur lui, à travers les films et les jeux vidéo, mais en ne l'adaptant pas, en faisant pas un truc nouveau, mais en copiant et en collant simplement ce qui avait déjà été fait. Au final, la partie avec Kel n'a eu aucun intérêt pour moi, scénaristiquement, même pas la transformation en Super Saiyan 2 à la rage de Caulifla, et la seule partie avec Frieza m'a vraiment hypé dans ce scénario. Du coup, je mets 9 sur 20, j'aurais pu mettre 10 car au moins un des deux sujets majeurs de l'épisode était bien traité, je parle de Frieza, mais rien que le fait d'avoir voulu hyper tout le monde autour de Kel depuis décembre pour n'en faire que ça, quelque chose qui m'a déçu. Tout ce teasing pour ce truc là, c'était franchement pas mérité. Du coup, grosse déception autour de Kale et agréable surprise pour l'instant avec ce qu'ils font du traitement de Frieza qui pourtant revient. Animation 7 sur 20, je vais pas dire grand chose sur l'animation, c'était Yukihiro Kitano au départ qui avait été annoncé sur cet épisode aux côtés de Tsutomu Ono, mais c'est finalement Shuichiro Manabe que l'on a eu, et je crois qu'on peut se dire tant mieux, franchement, car c'est un bon animateur, et Kitano aurait fait du kitane, donc c'est-à-dire du dégueulasse, si on traduit, et malgré tout, on s'en sort avec des passages assez jolis dans cet épisode, comme lors des premières secondes de l'épisode, juste avant que ce plan large vienne ensuite changer tout en Barnum, et que ça devienne beaucoup moins bien, et en fin d'épisode avec Frieza ou encore avec Kitana. Bref, il y avait quelques plans pas mal, on va pas se mentir, mais tout le reste était vraiment assez indigne d'un épisode tel que celui-là. Même le très bon Manabe, connu pour avoir signé des passages tels que ceux-là, était en deçà sur cet épisode, et les chara-design maigrichons des Saiyans de l'univers 6 l'ont sûrement pas aidé à affirmer son style. Du coup, ça bouge assez bien avec Kel, qui est plutôt bien animé, bien que le dessin, lui, et seulement lui, peut être discutable à plusieurs reprises, mais de manière générale, Caulifla et Kabe sont tout bonnement ratés, horribles, immondes dans cet épisode, tant au niveau de l'animation que du dessin. Regardez-moi ça franchement, on sent que tout a été mis sur Kale et c'est pas juste pour dire ouais c'était le personnage central, c'est vrai. Vous voyez les dessins et l'animation sur Kabe, c'était un autre épisode. Vous voyez sur Kel, ça a été fait à part à tel point qu'ils ont repris l'animation de Naoki Tate qui a servi pour le teaser de l'arc et pour l'opening pour la transformation de Kel. Donc aucun soin n'a été apporté réellement sur les séquences en entière, mais le soin a été tout bonnement dirigé uniquement et unilatéralement sur Kel. Et l'épisode a très certainement été encore une fois réalisé dans le rush, donc mauvaise note pour le mauvais traitement de l'animation et le peu d'homogénéité, alors que c'était un épisode qui annonçait pourtant de sacrés trucs de fou, ça mérite franchement pas plus de 7.
En plus de ça, il y a la blinde de plans fixes, et les seules animations qu'il y avait vraiment à offrir, c'était le combat de Kale contre Kirby, donc c'était vraiment plutôt pauvre. Réalisation 12 sur 20, une réalisation bien kiffante en début d'épisode et un storyboard somme toute assez sympathique. Kitela est bien montré, sournois comme on l'attendait, et la séquence de l'enfer entre Goku et Frieza était également bien réalisée. Les plans utilisés jusqu'aux couleurs, c'était franchement bien choisi, et ça renforçait avec précision les scènes et soulignait les enjeux énoncés par les personnages. En plus de ça, on a de très nombreux clins d'œil à Dragon Ball Z avec ces épisodes, au film, à la série télé, donc on ne peut objectivement pas dire qu'il n'y avait pas de la variété, mais tout le côté pompé sur le film 8 avec Kale m'a déplu personnellement, et j'ai subi ça comme un copier-coller littéral plutôt que comme un clin d'œil, parce que si c'est un clin d'œil, franchement c'était trop grossier pour du clin d'œil, et il y avait vraiment aucune intrigue autour de Kale en dehors de son affection pour Caulifla, et aucun effort de fait pour amener de la nouveauté et de la personnalité à ce personnage qui, de prime abord, avait tout à gagner avec une construction et un background qui pouvait être riche, mais bon, vu qu'au storyboard on a mis des scènes calquées sur le film 8 et que l'idée générale du réalisateur était d'en faire un Broly bis, il ne peut pas y avoir de réelle différence entre ce personnage et Broly. C'est Broly, simplement, mais dans l'univers 6 et dans la série télé. Au moins, Frost, lui, qui était un alter ego de Frieza dans l'univers 6, pouvait se vanter d'avoir un background, des techniques et des répliques qui lui étaient propres. C'était pas un Frieza copier-coller. Du coup, 12 sur 20, car il y avait du bon, mais il y avait aussi un peu de ratage, surtout dans ce qui nous a été proposé autour de Kale. Côté voix, pas grand chose à dire, Ganos est incarné par Hiroaki Miura, qui était déjà la nouvelle voix de Zarbon depuis 2009 et la série Dragon Ball Kai, et on a le plaisir de retrouver Yusuke Numata, alias Baby, sur Kitela une fois de plus, ainsi que sur le rôle extrêmement secondaire de l'Oni Guide, rôle qu'il ne tenait d'ailleurs pas sur DBZ et DBZ Kai, puisque c'était Hirohiko Kakegawa et Yusei Oda respectivement sur ces séries. Outre les seiyuu qui sont tous très bons, même Yukana finalement sur le rôle de Kale qui fait du Broly en féminin, sûrement parce qu'on lui a demandé, c'était certainement la directive du directeur de plateau, on peut noter que les placements des musiques sont particulièrement réussis et efficaces sur cet épisode. D'abord l'épisode débute avec une BGM issue de l'arc Majin Buu de Dragon Ball Kai et annonce la tension et le dilemme, puis on a ensuite des BGM qui soulignent les passages comiques avec l'univers 6, c'est Cassos, puis une BGM qui fait bien frissonner lorsque Kale se transforme, et enfin, de bons choix encore pour souligner les passages avec Kitela et ceux en enfer avec notamment une musique utilisée au départ pour l'univers 10. Bref, c'était vraiment une bande son assez sympa, bien qu'on regrettera le manque d'écho sur la voix de Kale, car s'ils avaient voulu pousser le vice vraiment jusqu'au perfectionnisme, ils auraient mis le même écho que sur la voix de Bin Shimada qui fait Broly pour les cris de Kale. Mais bon, c'était un peu le truc qui manquait, mais de manière générale, c'était une bonne bande son, donc je mettrai 14 sur 20. Intensité, émotion. Écoutez, la transformation de Kale m'a fait frissonner. Ouais, si. Non mais franchement, j'étais en hype. Et ensuite, il y a eu la réplique de Omaikara Chimatsuri ni agete yaru qui m'a fait retomber la hype pour finalement l'enterrer définitivement et profondément avec le copier-coller du 8ème film, avec les attaques de Kale, les répliques. Enfin, c'était Broly quoi. En fait, j'ai vu Broly dans le film mais en moins bien et en moins beau. Et heureusement, Frieza est venu comme le Messie à la fin d'épisode, me hyper de nouveau avec une intensité forte entre les deux ennemis qui s'échangent des regards de défiance et des petites piques qui me donnaient vraiment le sourire. Du coup, je suis assez mitigé sur la note de cet épisode. Je mettrai donc 11 sur 20, car de manière générale l'épisode m'a déçu, mais m'a surpris sur des aspects où je ne l'attendais vraiment pas. Salut les scènes, j'espère que vous vous portez bien, c'est parti pour mon analyse. Vous allez voir que je vais mettre un peu plus l'accent sur le scénario, mais c'est volontaire. Donc premier point, scénario. Bon. Je sais pas par quoi commencer tellement l'épisode m'a mis à fleur de peau. Je vais donc commencer par la ligne scénaristique qui m'a le plus plu et c'est sans hésiter le passage de Goku et Frieza. Cette façon dont le scénario a été mis en place pour jouer avec nos nerfs, la tension palpable, cette sensation de laisser à chacun le choix alors que finalement aucun des deux n'a réellement le choix, c'était un vrai combat psychologique dans un environnement pesant et c'était une vraie réussite. Autre point positif, c'est l'annonce de Whis, ce fameux guerrier plus puissant qu'un dieu de la destruction lui-même, plus puissant que Beerus. Ça a le don de nous hyper. Passons à la phase négative. Bon. C'est quoi ce passage sur l'univers 6 là, à Toei là? Non, parce que autant je peux admettre que Caulifla est une génie du combat, ça c'est dit. Autant je rejoins à 200% l'explication que Léo a apportée dans le dernier DB Review sur les facultés que peuvent avoir l'univers 6 vis-à-vis de leur maîtrise au potentiel à acquérir certaines choses, qui varient donc de ceux de l'univers 7, ce qui expliquerait la transformation en Super Saiyan. Admettons, ok. Mais le Super Saiyan 2, disons que si on part du principe que ce sont des combattants, se concentrer a déjà dû leur arriver lors d'un entraînement. N'allez pas me dire qu'ils viennent d'apprendre la concentration.
Donc ça reste quand même bizarre que le Super Saiyan n'a pas été découvert avant. Et d'autant plus si Caulifla est une génie. Mettons ça, comme je dis, sur la génétique et astuce donnée du coup. Mais là, le Super Saiyan 2, en 2-7, si t'es réellement un génie, c'est pas une petite astuce de concentration qui te fait sauter les étapes comme ça. C'est juste une concentration dans le dos, même si ça reste une clé. Et même si Caulifla semble utiliser aussi la colère pour, et que ça ressemble plus à ce qu'on connaît de l'univers 7, faire ça comme ça c'est frustrant, ça enlève toute la magie de la difficulté à atteindre le Super Saiyan ou Super Saiyan 2 que l'on a connu. Ou alors dans ce cas, expliquez-moi d'où ça provient, quelle est cette putain de différence génétique, cet attrait différent, cette faculté différente, quelles sont les évolutions différentes vis-à-vis des deux univers, car là ça a trop d'importance dans le déroulement de l'œuvre pour être bâclé et nous laisser dans l'expectative de faire nos propres conclusions pour y trouver une logique. Quant à Kale, zéro putain de personnalité. Je suis désolé d'être vulgaire, mais là tout est identique à Broly. Mais what the fuck? Elle pointe du doigt comme lui, elle fait péter son ki avec la fameuse boule noire là sur le torse comme Broly. Elle fond sur ses ennemis comme Broly. Le Kikora avec le torse. Les phrases utilisées identiques à la VO. Oh bref, c'est trop là. Pour ça, je vais donc mettre un 8 sur 20 au scénario. Et c'est seulement grâce au passage de Goku Frieza, sinon la note serait proche de 0. Animation. Franchement, un épisode avec autant d'épiques possible, réduit graphiquement à ça, c'est vraiment du gâchis. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais à part quelques plans magnifiques, notamment sur la scène de Goku Frieza, le reste est modérément moche. Les passages de l'univers 6 dégueulasses, les animations sont sans saveur et le tout est juste très moyen. Bref, bien trop moyen pour m'y attarder, donc 9 sur 20. Réalisation. Là, il y avait du bon, de très bonnes idées au storyboard afin de pousser la réalisation dans une dimension différente. Même pour l'univers 6, les idées étaient là. Les passages avec Goku Frieza sont à la perfection réalisés. On enchaîne des gros plans pour l'intensité avec des plans extérieurs pour la poésie et l'observation. Bref, un jonglage horloger. Pour autant, si l'animation ne suit pas, ça réduit quasiment à néant tout ça. Mais de manière isolée, je mettrai donc 13 sur 20. La bande son, c'est plutôt bon. Les seiyuu sont au top, le jeu de Masako pour Goku face à celui de Nakao pour Frieza est magistral. Ce changement de ton employé lorsqu'ils se font face est jouissif. Même les persos de l'univers 6 sont bien doublés, petit bémol pour ma part, pour Yukana qui a manqué de puissance pour moi lors d'une telle transformation censée être légendaire. Mais bon, passons. Quant à la bande son, pour les passages aux enfers, ça fonctionne parfaitement pour un renforcement tendu. Seule encore une fois la transfo de Kale n'a pour moi pas eu droit à un thème suffisamment marquant pour en rester bouche bée et renforcer l'image. Donc dans l'ensemble, et surtout grâce au seiyuu, je mettrai 13 sur 20. Et finalement, émotion, intensité, c'est la tuile quoi. Je n'attendais pas grand chose de particulier pour cet épisode, mais j'attendais juste un minimum de grandiose. C'était un épisode à ne pas louper pour le tournant de l'œuvre, et c'est ce qui a été un petit peu fait magistralement pour moi. L'univers 6 m'a déçu comme jamais, seul le passage de Goku Frieza m'a fait vibrer et ressentir des frissons, à tel point que ça me rabiboche avec l'éviction de Boo pour Frieza. Le moins qu'on puisse dire, c'est que leur relation à tous les deux est particulière et qu'il n'y a pas à dire, Frieza a un putain de charisme. Je mettrai donc 13 sur 20 encore, et toujours grâce à ce passage des rivaux qui sauve littéralement l'épisode. Voilà donc pour ce qu'on pouvait dire sur l'épisode 93 de Dragon Ball Super. Voici sa place dans le classement. Et vous, dites-nous, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Et surtout, avez-vous été surpris par les traitements de Kale et de Frieza et ce que ça va amener dans l'avenir? Et si c'était réussi à la hauteur de vos attentes en tout cas. Donc n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et puis si vous voulez parler des prochains épisodes, on le fera de toute manière dans d'autres vidéos. Mais si vous voulez le faire d'ores et déjà dans les commentaires, vous pouvez utiliser le mot spoiler et puis passer quelques lignes histoire que les gens ne soient pas spoilés en découvrant les synopsis trop prématurément. Voilà, un peu de respect pour tout le monde. Et n'hésitez pas à partager si vous avez aimé et pour faire connaître la chaîne également et toutes ces informations. On se retrouve très vite de toute manière avec d'autres vidéos. Merci à tous les Saiyans qui nous soutiennent. Matane.